troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Krizoua, blogueuse et animatrice, et de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, 100, c'est le nombre de réfugiés nigérians qui arrivent chaque jour dans le camp de Minawao, à l'extrême nord du Cameroun. Ils fuient la résurgence des attaques du groupe terroriste Boko Haram dans l'état du Borno. Une situation qui inquiète le Haut-Commissariat aux réfugiés. Lisa Siakizimana. Un nouvel afflux de réfugiés dans le nord du Cameroun. Le camp de Minao, qui se trouve dans l'extrême nord du Cameroun, mais aussi à une cinquantaine de kilomètres du Nigeria, est arrivé à saturation. Selon l'OHCR, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, y reçoit chaque jour environ 100 réfugiés venus du Nigeria, des réfugiés qui fuient les combats et les violences du groupe terroriste Boko Haram. Le problème des réfugiés du Cameroun concerne également les réfugiés au Nigeria, dans le sens où aujourd'hui, ce qui se passe dans cette région, c'est que les réfugiés se déplacent. Quand il y a des attaques de Boko Haram, par exemple au Nigeria, ces réfugiés se déplacent vers le Cameroun. Ensuite, Boko Haram poursuit ces réfugiés jusqu'aux régions où ils sont venus se cacher au Cameroun. Et ils sont encore repoussés. Ces réfugiés repartent du côté du Nigeria. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un problème camerounais, c'est également un problème nigérian, c'est un problème de région. Le camp de Minao compte actuellement 44 000 personnes. Le gouvernement camerounais estime à 17 000 le nombre de réfugiés non enregistrés. Ce problème de réfugiés a mobilisé beaucoup d'associations humanitaires. C'est le cas de l'initiative Sifflet jaune lancée par la fondation du footballeur camerounais Eto'o Fils le 19 juin à Paris, en France. On a cette levée de fonds en ligne qui permet de donner de l'argent aux ONG qui peuvent être des grosses ONG comme Oxfam ou le Haut-Commissariat aux réfugiés ou des ONG plus modestes pour que sur le terrain, elles puissent aider efficacement ces populations. Le but des sifflets jaunes, ce n'est pas d'être sur le terrain, c'est de mobiliser suffisamment pour que les gens prennent conscience de l'énormité du problème et de la crise humanitaire vers laquelle on risque de s'acheminer si on ne prend pas les mesures nécessaires. Le gouvernement camerounais compte ouvrir un autre camp de réfugiés afin de désengorger le camp de Minao. La visite du président nigérien Muhammadu Buhari le 29 juillet 2015 au Cameroun arrive à point nommé. Au-delà de la coopération bilatérale au niveau économique et sécuritaire, les deux chefs d'État seront également amenés à parler de la situation de ces réfugiés au nord du Cameroun. Jean-Marie, quels sont les problèmes que peuvent poser un tel afflux de réfugiés pour le Cameroun ? C'est tout simplement une déstabilisation, si vous voulez, de l'environnement, qui est le suivant. Ça concerne tout, si vous voulez. Parce que, le Cameroun est confronté à différents problèmes qui sont lesquels. Déjà, il faut recevoir, ces réfugiés-là qui arrivent. Il y en a une centaine qui arrivent chaque jour. Et le Cameroun compte à ce jour, si vous voulez, 44 000, réfugiés, auxquels, vous avez les noms recensés qui tournent autour de 20 000. Donc ça, il faut, veiller sur ces gens-là, par le biais de l'armée camerounaise. Il faut, leur donner à manger, par le fait des organisations internationales. Il faut une logistique adaptée qui puisse, prendre à manger, soit du Nigeria. Pour l'instant, je ne vois pas le Nigeria trop bouger là-dessus. C'est le Cameroun, si vous voulez. Et il ne faut pas oublier une chose. Donc, quand on parle, si vous voulez, de Boko Haram, si vous voulez, ça concerne, les gens croient qu'il n'y a que les Nigérians au Cameroun. Mais ça a commencé par la Centrafrique de mon cher collègue qui est assis à côté. C'est que le Cameroun accueille, si vous voulez, des réfugiés, déjà des réfugiés centrafricains qui sont sur l'autre frontière du Cameroun, qui est à partir de Garambula et au Cameroun. Donc, ça a un coût énorme pour le Cameroun. Et étant donné que, si vous voulez, le Cameroun est un pays d'accueil, donc tout ce qui se passe autour, vous avez énormément de gens, si vous voulez, qui sont sur place. Donc, ça a un coût pour les finances publiques camerounaises, d'où la nécessité pour les organisations internationales de prêter main forte, si vous voulez, au gouvernement camerounais, parce que le président Biya a quand même été la personne qui, la première, quand on a commencé à parler de Boko Haram, a levé l'armée camerounaise pour essayer, donc, le Cameroun, si vous voulez. Et en plus, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que nous nous trouvons dans une guerre asymétrique, Boko Haram, pour stratégie, ils savent très bien que le président Biya avait déjà été menacé par le leader, moi je l'appelle le leader fou, si vous voulez, de Boko Haram, physiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait les mêmes choses, on fait exploser bombes maintenant au Cameroun, comme on les fait exploser sur le territoire nigérian. Donc, il est impératif que les organisations internationales puissent aider le Cameroun à ce niveau-là, dans la mesure où ça déstabilise, si vous voulez, le territoire camerounais, une bonne partie du territoire camerounais, à cause, si vous voulez, de cette influence de la fameuse secte Boko Haram dont nous parlons là. Jean-François, le chef de l'État nigérian sera bientôt en visite au Cameroun. Est-ce que le président nigérian doit coopérer avec le Cameroun sur cette question des réfugiés ?
J'espère que c'est un point qui est inscrit à l'agenda de leur rencontre et il n'y a pas besoin d'ailleurs de visite du chef de l'État pour que le Nigeria prenne ses responsabilités ou d'ailleurs la République centrafricaine pour ce qui concerne les réfugiés centrafricains. Le déplacement des populations et la création de situations de réfugiés est un des fléaux qui frappent l'Afrique depuis les indépendances. Depuis les indépendances, nous n'arrêtons pas, les personnes n'arrêtent pas de traverser la frontière dans des conditions atroces parce que soit ils sont menacés de mort, parce que leur village a été détruit. Et c'est un phénomène, on n'a pas le temps ici, mais qu'il faut relier à la mauvaise gouvernance générale en Afrique, à la naissance des crises, etc. J'espère en tout cas que cette question-là sera à l'agenda lors de la visite du président Buhari, mais comme le rappelait tout à l'heure Jean-Marie, c'est une problématique qui, à mon avis, n'est pas seulement camerounaise. La question du déplacement des populations, des réfugiés, etc., on le connaît aussi en Europe. La question du partage des charges, de la charge que représentent ces réfugiés-là, c'est une question qui n'appartient pas seulement au président Buhari et au président du Cameroun de régler, c'est l'Union africaine qui devrait prendre ça à bras-le-corps et décider de façon peut-être contraignante une répartition de la charge de ces réfugiés qui traversent notre continent. Aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique centrale, mais il y en a en Afrique de l'Ouest, il y en a en Afrique de l'Est, il y en a en Afrique du Nord. Bon. Oui, un dernier mot, Jean-Marie. Si on ne passe pas par la contrainte, parce que si vous voulez avoir les moyens logistiques pour passer par la contrainte, mais quand un pays se trouve dans cet état-là, le Cameroun n'est pas le seul, là, il y a pas mal de pays en Afrique et tout, il faudrait quand même, comment dirais-je, leur apporter un soutien financier qui permette de supporter, si vous voulez, ces charges-là qui ne sont pas négligeables. Merci. Dans l'actualité également, la nouvelle banque de développement fondée par les pays membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a ouvert ce mardi dans la métropole chinoise de Shanghai. Elle sera présidée par l'Indien Kundapur Vaman Kamat et débutera ses activités dès 2016. Awa Barkala. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont officiellement leur banque de développement depuis ce mardi 21 juillet. Appelée le New Development Bank, le NDB, la nouvelle institution arrive sur le marché avec un capital de 100 milliards de dollars. La création de cette nouvelle banque vise à constituer une alternative au FMI ou à la Banque mondiale. En tant que banque de développement multilatérale initiée et créée par les marchés émergents, la New Development Bank sera davantage axée sur les besoins de ces mêmes pays émergents. Elle respectera mieux les conditions de chaque nation et représentera les idées des pays en développement. Cela enrichira complètement le concept de développement, de pratique et d'expérience de chaque pays pour être plus efficace ensemble. C'est à Shanghai que les bureaux de la NDB ont pris place. Même si le capital de départ reste conséquent, certains observateurs restent réservés quant à l'impact de cette banque pour l'Afrique du Sud et dans une moindre mesure le continent africain. La mise en place d'une nouvelle banque de développement lancée par les grands pays émergents va avoir un impact somme toute limité. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où nous avons un grand nombre de banques de développement. Le seul effet que ça aura, plus on a d'acteurs en tant que banque de développement, plus le coût de crédit accordé au projet va être réduit. Dès le lancement de cette nouvelle banque, les grands pays émergents ont estimé qu'elle devait se positionner comme une concurrente de la Banque mondiale et des institutions multilatérales de Bretton Woods. Sur le principe, ce n'est pas tant une rivale de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale est un groupe. Les BRICS représentent 46% de la population de la planète et 19,8% du PIB mondial. La création de la banque intervient 2 semaines après le dernier sommet qui a eu lieu à Oufa, en Russie. Jean-Marie, est-ce que cette banque, donc des BRICS, peut être un véritable contrepoids à la Banque mondiale ? Vous savez, Fanny, dans la géopolitique mondiale, ce sont des opérations de géostratégie et de géopolitique mondiale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a l'impression, bon, le mur de Berlin est tombé, mais le mur de Berlin est tombé, mais vous avez toujours, comment dirais-je, des dissensions qui existent dans le monde. L'opération qui est montée par les BRICS, c'est tout simplement pour pouvoir avoir un interlocuteur qui s'intéresse aux problèmes du continent africain, du continent, comment dirais-je, chinois, du continent asiatique, globalement parlant. Mais il faut se méfier là-dessus dans la mesure où, bon, vous avez les 5 grands pays qui sont dans cette banque-là. Mais il ne faudrait pas qu'on parte, si vous voulez, d'une logique de la Banque mondiale dans laquelle, si vous voulez, on voit une hégémonie américaine et une hégémonie européenne et se retrouver avec une banque qui est sous une hégémonie asiatique. Bon, quand on retrouvera les pays africains là-dedans, c'est un point d'interrogation de mon point de vue. Mais j'ai essayé de lire un peu, si vous voulez, bon,
l'article fondateur, si vous voulez, de la banque, bon, il y a une chose qui est relativement intéressante là-dedans, c'est qu'on stipule qu'aucun pays ne peut monter ses parts, puisque bon, le capital initial est de 100 milliards de dollars et qu'il est prévu, si vous voulez, dans un proche avenir, à moyen terme, de le monter à 100 milliards de dollars. Donc, ça pourrait aussi être, si vous voulez, un jeu d'influence des différents partenaires à l'intérieur. Mais il y a un article qui m'a semblé intéressant qui stipule qu'aucun des acteurs, si vous voulez, des 5 participants que sont les BRICS ne peut augmenter ses parts sans qu'il ait l'assentiment des 4 autres. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à la limite, j'espère bien que ce qui est marqué sur le papier sera respecté dans les faits concernant l'influence de la banque et qu'on ne mette pas, si vous voulez, les autres continents, surtout le continent africain qui est, comment dirais-je, très bien courtisé par les autres, qu'on le mette sous influence, sous une autre influence. Donc à partir de là, je me dirais tout simplement que j'espère bien que la banque atteindra les objectifs fixés à la base de sa création, qui sont le financement des économies en voie de développement en tant que tel. Alors justement, Jean-François, on a l'impression que cette banque est davantage tournée vers l'Asie. Est-ce que l'Afrique va vraiment profiter de cette nouvelle institution ? Alors il faut quand même que je commence par leur jeter le chapeau. Nous en avons rêvé ici, ils l'ont fait, de se dégager de la tutelle occidentale, notamment à travers la Banque mondiale, dont nous savons qu'elle est sous domination, une grande domination américaine. Mais vu sous le prisme de l'Afrique, moi je serais un peu moins, simplement parce que j'ai envie là aujourd'hui qu'on ne soit pas totalement d'accord, Jean-Marie et moi, et je dirais, vu du prisme africain, bien sûr qu'il y a un pays africain, l'Afrique du Sud. Vous trouverez des Africains qui douteront que l'Afrique du Sud soit tout à fait en Afrique. Bon. Mais j'observe que la solidarité, le principe de solidarité de l'Afrique du Sud ici n'est pas africain. C'est que l'Afrique du Sud estime participer d'un groupe de pays qui sont à un niveau économique donné. On dit ici, autour de la table, notamment que le Nigeria est l'une des grandes puissances africaines. Le Nigeria n'y est pas. L'Afrique du Sud est avec d'autres pays. Et par ailleurs, moi je note que, de toute façon, les États africains, vis-à-vis des BRICS, de cette banque des BRICS, seront placés dans la même situation que nous sommes placés devant la Banque mondiale ou devant des banques qui sont extérieures à l'Afrique. J'aurais préféré, j'eus préféré, comme dirait mon maître que j'avais dans le village, j'eus préféré que l'Afrique du Sud agisse de façon résolue en Afrique pour que l'Afrique se dote d'un instrument financier ou qu'elle dote la Banque africaine de développement des moyens de pouvoir arriver à ce niveau-là. Nous n'en sommes pas là. Donc ce n'est pas une banque africaine. Il ne faut pas rêver. Nous sommes dans un monde économiquement, dans un marché, avec des gens qui ont des intérêts, qui ont les dents longues, qui ne sont pas africains. Alors vous faites le calcul de tout ça, A plus B plus C plus Z égale Afrique. Nous n'y sommes pas. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour au Maroc. L'aide publique à la production cinématographique a atteint 175 millions de dirhams entre 2011 et 2014, soit 16 millions d'euros. Elle a permis de financer près de 70 projets. Pour la seule année 2015, l'aide annuelle est passée de 60 millions à 75 millions de dirhams. Une part est désormais affectée chaque année au soutien des films documentaires sur la culture et l'espace du Sahara occidental. Les investissements étrangers dans le cinéma marocain ont également augmenté. Ils ont été multiplié par 11. Delphine, que vous inspire ce chiffre? Beaucoup de gaieté pour les Marocains et puis je sais pas moi, de la désolation pour les Ivoiriens, parce que je suis ivoirienne, je défends que ce que je connais. Parce que chez nous, en fait, le cinéma qui contribue, le 7e art qui contribue au rayonnement culturel est très délaissé. Les comédiens meurent de faim après une carrière très animée. Et je dis bravo au gouvernement marocain, aux investisseurs et j'en appelle aux investisseurs d'ailleurs. La Côte d'Ivoire a besoin d'une aide comme ça pour pouvoir concourir à son rayonnement culturel parce qu'on a beaucoup de choses à montrer, les artistes ont beaucoup de choses à faire et les documentaires par exemple culturels, on en a beaucoup dans la poche, mais il faut des moyens et il n'y a personne pour lever la main. Pourtant des milliardaires et des millionnaires, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Jean-Marie, le Maroc est très prisé par les cinéastes du monde entier, notamment pour ses décors. On peut citer Ouarzazate. Est-ce que les autorités marocaines ont intérêt à investir dans cette industrie ?
Comme vient de le dire Delphine, si vous voulez, la culture, c'est la première des richesses d'une nation. Et dès l'instant qu'on a compris que la promotion de la culture est quelque chose d'important, il faut, comment dirais-je, donner à ce secteur-là les moyens nécessaires. En Afrique, nous ne nous sommes jamais rendus compte. Comment est-ce que les Américains envahissent le monde entier? C'est à travers les films américains qu'est Hollywood. Donc Hollywood contribue à véhiculer, comment dirais-je, la culture américaine dans le monde entier. Ce n'est pas à travers, c'est-à-dire les conquêtes aujourd'hui, nous parlons beaucoup de guerre en Afrique, mais les conquêtes les plus importantes, ce sont les conquêtes culturelles, parce que psychologiquement, vous marquez, comment dirais-je, le subconscient des individus. Donc à partir de là, il est temps que l'Afrique puisse, comment dirais-je, promouvoir sa propre culture, qui est un vecteur, comment dirais-je, essentiel de son développement. Donc, ce qui est mis en place par le Maroc, parce que le Maroc, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, ils ont construit des infrastructures pour attirer des investisseurs. Et l'argent, si vous voulez, l'argent qui en ressort, les ressources tirées des investisseurs qui arrivent au Maroc, est utilisé pour la promotion de la culture marocaine en tant que telle. Donc à partir de là, je pense que c'est une très très bonne chose. Jean-François, une réaction très rapide. Très rapidement, totalement d'accord avec Jean-Marie. Voilà, ça vous va? C'est clair et concis. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré à la révolution médiatique sur le continent. Delphine Crisoy, merci d'avoir été là. Merci à vous et puis coucou à tous mes followers. Jean-François, merci également. Ravi Fanny, et puis à la saison prochaine. À la saison prochaine. Et Jean-Marie, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et bonnes vacances à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News. On met à la rentrée.